sommes maintenant arrivés à la session 5 et je voudrais vous rappeler que nous nous sommes mis au défi de rester des enquêteurs neutres. Et quelles que soient les informations apportées, nous resterons en tant qu'enquêteurs neutres et utiliserons les 4 facteurs que nous avons besoin pour fournir cette atmosphère. Donc, rappelons-les-nous. Humilité, honnêteté, calme et respect. Dans la dernière session, nous avons examiné la théorie de l'évolution et si ces préceptes fondamentaux résisteraient à un examen minutieux. Maintenant, nous allons l'examiner sous un autre angle. Est-ce que la théorie de l'évolution est une vraie théorie scientifique ? Maintenant, pour faire cela, nous devons d'abord établir les critères qui font de toute théorie une théorie vraiment scientifique. Donc voici les critères que les gens utilisent habituellement. Il y a des critères positifs et des critères négatifs. Les critères positifs sont au nombre de 4. Numéro 1, un concept relativement nouveau. Un scientifique n'a pas à ressasser le travail de quelqu'un d'autre. Ce ne serait pas une bonne théorie, et pas une vraie théorie scientifique s'il fait cela. Numéro 2, elle devrait être testable. Numéro 3, elle devrait être soutenue par des preuves convaincantes. Numéro 4, elle devrait avoir une valeur prédictive. Les critères négatifs sont ceux qu'une bonne théorie scientifique solide ne devrait pas avoir. Il y en a 4 là aussi. La théorie ne devrait pas avouer l'ignorance face aux points critiques. Numéro 2, elle ne devrait pas utiliser le raisonnement circulaire. Numéro 3, elle ne devrait pas exprimer d'idées contradictoires. Et numéro 4, elle ne devrait pas nous demander de faire appel à l'imagination pour que nous puissions comprendre ce que dit la théorie. Alors regardons chacun de ceux-ci. Commençons par les critères positifs. Numéro 1, elle devrait être un concept nouveau ou relativement nouveau. En fait, la sélection naturelle a été décrite de manière très intelligente bien avant Darwin, par des non-évolutionnistes selon Loren Eiseley. Mais cette sélection naturelle n'a pas continué indéfiniment pour former tous les organismes. Elle a juste déplacé un organisme vers une variation ou une sous-espèce, mais pas indéfiniment. Et donc Darwin est arrivé et il a dit quelque chose de nouveau. Il a dit que ces variations pourraient continuer encore et encore, ces changements pourraient continuer encore et ainsi, le concept est vraiment nouveau parce que c'est un changement illimité que Darwin a décrit, par lequel un organisme est devenu tout ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui. Qu'en est-il de la testabilité ? Est-ce que la théorie de l'évolution est vraiment testable, au sens scientifique de ce mot ? Il y a quelque chose connu sous le nom de la doctrine de la réfutabilité. Maintenant, si c'est complexe et déroutant, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez simplement le mettre de côté pour l'instant, mais je vais juste le mentionner. Une théorie qui n'est pas réfutable par aucun événement concevable est non scientifique. C'est ce que Karl Popper a dit et il était connu comme le doyen de la philosophie moderne et de la science. Il poursuivit en disant « Les critères du statut scientifique d'une théorie sont sa falsifiabilité ou sa réfutabilité et sa testabilité. » En d'autres termes, une théorie scientifique doit non seulement se permettre d'être démontrée comme étant correcte par les données recueillies, mais doit également permettre dans sa conception d'être démontrée comme fausse ou incorrecte par toutes les données recueillies. Ce n'est pas uniquement qu'elle devrait être démontrée comme correcte, elle devrait également pouvoir être démontrée comme incorrecte si elle l'est. Ce dernier point est connu comme la doctrine de la réfutabilité. Elle nécessite une description dans la théorie. Quel type de données prouverait qu'elle est fausse si elle était fausse? C'est pourquoi on l'appelle la théorie de la réfutabilité. Il décrit certaines théories. C'est Karl Popper. Il décrit certaines théories. Il dit « Ces théories étaient capables d'expliquer pratiquement tout ce qui s'est passé. Quoi qu'il se soit passé, les théories l'ont toujours confirmé. » Soulignons ces mots. Ou mettons ces mots en gras. Quoi qu'il se soit passé, elles l'ont toujours confirmé.
Alors maintenant, vous pourriez être peut-être confus. Laissez-moi vous dire ou vous donner un exemple d'une théorie testable et d'une théorie non testable. D'abord, une théorie testable. En mots simples, si je dis « Monsieur A avance », et nous savons pourquoi il avance, car vous voyez, quand il va vers l'avant, il avance. Cette théorie peut être testée, car elle peut être prouvée si Monsieur A va vers l'avant. Mais s'il s'avère qu'il reste immobile ou recule, la théorie s'est avérée être fausse. Donc, cette théorie, selon laquelle Monsieur A avance, peut être testée. Maintenant, une théorie non testable. Presque les mêmes mots. Mais regardez ce qui se passe ici. La théorie dit « Monsieur A avance toujours, qu'il recule, qu'il reste immobile ou qu'il aille de l'avant. » Réfléchissez. Cette théorie ne peut pas être testée, car elle ne peut pas être démontrée comme étant fausse par aucune donnée imaginable. Que Monsieur A aille vers l'avant, recule ou reste immobile, il avance toujours. Mais qu'en est-il s'il n'avance pas? Nous ne pouvons pas le démontrer. Par conséquent, ceci n'est pas testable. Et une théorie qui se révèle non testable n'est pas une théorie scientifique. Maintenant, avec cette idée en tête, regardons ce que certains des évolutionnistes ont dit à propos de leur propre théorie. Et voici Paul Ehrlich et Elsie Birch, deux évolutionnistes. Regardez leur confession. Notre théorie de l'évolution est devenue une théorie qui ne peut pas être réfutée par aucune observation possible. Chaque observation concevable peut y être intégrée. Personne ne peut penser à des moyens de la tester. Elles sont devenues une partie d'un dogme évolutionniste accepté par la plupart d'entre nous comme une partie de notre formation. Donc, la théorie de l'évolution n'est pas scientifique, d'après cela, car elle n'est pas testable d'une manière majeure. En d'autres termes, il convient que c'est un dogme qui ne répond pas à la doctrine de la réfutabilité. Qu'est-ce qu'un dogme? C'est une doctrine ou une déclaration qui ne nécessite aucune preuve pour son soutien et ne tolérera aucun degré de remise en question, examen ou contestation. Suivant, des données convaincantes. Une bonne théorie devrait avoir suffisamment de données convaincantes. Mais regardez ces deux déclarations, l'une de feu Stephen Gould. Il était professeur de paléontologie à l'université d'Harvard. Et après avoir examiné les informations dont nous disposons par rapport à ce que nous aurions dû avoir, voici ce qu'il dit. Nous nous considérons comme les seuls vrais étudiants de l'histoire de la vie, encore à préserver notre récit préféré de l'évolution par la sélection naturelle. Cependant, nous considérons nos données comme si mauvaises que nous n'examinons jamais le processus même que nous prétendons étudier. Que diriez-vous d'une autre citation? Écoutez cette déclaration. Lorsque nous descendons dans les détails, nous ne pouvons pas prouver qu'une seule espèce ait changé, ni ne pouvons prouver que le supposé changement soit bénéfique, ce qui est le fondement de la théorie. Savez-vous qui a dit ces mots? Réfléchissez. Charles Darwin lui-même. Vraiment, qu'en est-il de cette théorie maintenant? Nous ne pouvons même pas prouver qu'une espèce ait changé. Et qu'en est-il de la classification entière des espèces? Genre, famille, ordre, classe, phylum et royaume, domaine. L'évolution nécessite des formes intermédiaires, a déclaré David Keats, entre les espèces. Et la paléontologie ne les fournit pas. Nous n'avons donc pas de données. Qu'en est-il des mots de Philip Handler? Quelques 25 embranchements majeurs sont reconnus pour tous les animaux, et dans pratiquement aucun cas n'y a-t-il des preuves fossiles pour démontrer à quoi ressemblait l'ascendance commune de deux lignées. En d'autres termes, nous avons ces phylums, ces lignées, mais nous ne savons pas ce qui a été avant et qui a donné ces lignées. Les archives fossiles connues ne parviennent pas à documenter un seul exemple d'évolution phylétique accomplissant une transition morphologique majeure. Que diriez-vous de cette autre déclaration de Stephen Gould? Dans n'importe quelle zone locale, une espèce n'apparaît pas progressivement par une transformation constante de ses ancêtres, mais elle apparaît d'un coup et complètement formée.
Alors qu'en est-il de ces petits changements qui l'ont amené à sa position? Nous n'avons pas de données à ce sujet. Donc la démonstration du changement d'une espèce à l'autre, qui s'appelle la généalogie, parent-fille, nécessiterait une chaîne fluide d'intermédiaires, reliant les uns aux autres. En voici un, et par tant de petits changements, le suivant a changé un peu plus et un peu plus encore, et tant de générations plus tard, eh bien ce dernier avait assez changé pour que nous l'appelions une autre espèce. Nous avons 250 000 espèces de fossiles dans tous les musées du monde. Et nous avons donc 250 000 chances de produire des chaînes qui relient une espèce à une autre. Combien de chaînes devrions-nous avoir pour nous assurer que notre théorie est vraiment une théorie scientifique solide, à partir de 250 000 chances? Combien de chaînes fluides avons-nous? Vous savez? Pas une seule. Personne ne sait mieux que Darwin ce qu'il n'a pas réussi à prouver. George Lewin, dans l'introduction du livre Origine des espèces. Il n'y a pas de réfutation plus concluante du darwinisme que celle fournie par la paléontologie ou les archives fossiles. Pourquoi? C'est ce que dit Oswald Spengler. Nous trouvons des formes parfaitement stables et inchangées qui apparaissent soudainement et d'un coup dans leur forme définitive sans transition de type. Ce n'est pas ce que nous aurions dû trouver, selon la théorie. Alors arrive ce qu'on appelle l'explosion cambrienne. Vous voyez, les archives géologiques vont d'une couche à l'autre et à l'autre. Dans ces couches, nous trouvons des fossiles qui progressent des formes les plus simples aux plus complexes et enfin nous avons des humains. C'est comme ça que ça s'est passé. L'explosion cambrienne décrit un certain niveau dans lequel le niveau précédent avait de petits organismes très simples, pas des parties du corps complexes. Mais soudainement, à la toute prochaine strate de la colonne géologique, nous trouvons beaucoup d'organismes au niveau du phylum. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit qu'était le phylum? Était bien plus haut, genre, famille, ordre, classe, phylum. Donc sans les parcourir tous, soudainement nous trouvons dans cette strate géologique tout un tas d'organismes au niveau des embranchements, des organismes au niveau du phylum. Regardez ce que Raja Lewin a dit. Par rapport à une trentaine de phylums existants, ce qui signifie ce que nous avons ici, certaines personnes estiment que l'explosion cambrienne pourrait en avoir généré jusqu'à 100. On passe de quelques-uns à 100. Et rappelez-vous de ce que nous avons dit à propos de la classification. Regardez ça. Espèce, genre, famille, ordre, classe, puis phylum. Les organismes au niveau du phylum dans l'explosion cambrienne sont sortis de nulle part. Plus encore, aucun nouveau phylum ne s'est jamais développé après l'explosion cambrienne qui était censée s'être produite il y a plus de 500 millions d'années. Donc Paul Chim dit, plus d'embranchements au tout début que ceux qui existent maintenant, tout cela s'avère être inversé. Qu'en est-il des caractéristiques des données réelles? Des changements génétiques sont supposés provoquer l'évolution. Mais les mutations mortelles qui sont des changements génétiques sont plus nombreuses que les mutations ordinaires, les visibles. Par 20 pour 1. Donc à chaque fois que vous avez une bonne mutation, vous avez 20 mauvaises mutations. Alors, dans quelle direction allons-nous? Voici ce que disait Heribert Nilsson. Il est donc absolument impossible de construire l'évolution actuelle sur des mutations ou des changements génétiques ou sur des recombinaisons qui sont des changements génétiques aussi. Qu'en est-il de la question de ces changements génétiques qui sont très petits? Par cette théorie des petits changements, d'innombrables formes de transition doivent avoir existé. Charles Darwin disait le nombre d'intermédiaires doit être vraiment énorme. Et en fait, George Lewin, en décrivant cela, a dit « Dans le monde de Darwin, il n'y a pas de frontières permanentes et presque chaque organisme varie dans le temps. Il met tout en mouvement, des rogers aux crustacés, en passant par les oiseaux et les arbres. » En d'autres termes, c'est ce que dit Oswald Spengler.
Il ne devrait y avoir que des types de transition. Voilà pourquoi il a fait cette déclaration précédente. Il n'y a pas de réfutation plus convaincante du darwinisme que celle fournie par la paléontologie. Il ne devrait y avoir que des types de transition. Sans définition, pas d'espèce. Au lieu de cela, nous trouvons des formes parfaitement stables qui apparaissent soudainement et d'un coup dans leur forme définitive et n'évoluent pas par la suite vers une meilleure adaptation. Qu'en est-il des vrais morceaux d'informations que nous avons maintenant? La mouche de fruits, dont la géographie biotypique et le génotype urbain et rural sont maintenant connus entièrement, semble ne pas avoir changé depuis les temps les plus reculés. Les sélacantes, un type de poisson, ont subi peu de changements en 300 millions d'années. Paradoxalement, dit Richard Goldsmith, tous les ordres ou familles connues apparaissent soudainement et sans transition apparente. De nouvelles espèces sont presque toujours apparues soudainement sans lien avec leurs ancêtres. Donc, la soudaineté ne correspond pas à l'image graduelle qu'elle est censée avoir montrée. Qu'en est-il du fait que les changements ont été accumulés? Rappelez-vous, nous avons dit un petit changement et on attend un petit moment un autre petit changement ajouté au précédent. Nous avons maintenant 2 changements et 3 et 4 et au bout d'un moment, sans changement. Arrivé à là, eh bien, nous sommes passés de cette espèce à une autre espèce. Maintenant, en 1980, il y avait une réunion vraiment historique d'évolutionnistes à Chicago. Et Roger Lewin était l'un des scientifiques reporter. Regardez ces mots. La question centrale de la conférence de Chicago était de savoir si la mécanique sous-jacente à la microévolution, qui est un passage d'une espèce à une sous-espèce, peut être extrapolée ou extraite pour expliquer le phénomène de macroévolution, c'est-à-dire espèce vers genre, famille, ordre, classe, phylum, royaume. Au risque de faire violence aux positions de certains à la réunion, la réponse peut être donnée comme un non clair. En d'autres termes, les changements ne s'accumulent pas. Et ceci est repris par Francisco Alaya, qui est un évolutionniste bien connu. Et c'est ce qu'il dit: je suis maintenant convaincu de ce que les paléontologues, ceux qui étudient les fossiles, disent, que les changements ne s'accumulent pas. Qu'en est-il de l'affirmation selon laquelle les changements sont pour le mieux? Les changements génétiques n'améliorent pas les organismes. Les mutants ou ceux qui ont eu des changements sont délétères à leurs porteurs. En d'autres termes, ces changements affectent négativement. C'est ce que la déclaration suivante dit. Les mutations ou les changements génétiques affectent invariablement de manière défavorable. Et Pierre-Paul Grassi dit que les mutations ne produisent aucune sorte d'évolution. Donc, en ce qui concerne les faits, en ce qui concerne les données, nous avons du mal. Qu'en est-il de savoir s'il existe une valeur prédictive? Voici une prédiction faite par Charles Darwin. Aucun organisme entièrement mou ne peut être préservé. Mais qu'est-ce que les observations montrent? Voici une déclaration récente par Hagdorn. Des milliers de méduses, des corps totalement mous, plusieurs plus grosses qu'une assiette, sont retrouvées dans au moins 7 horizons différents de roches. Et donc David Robb, le doyen du musée d'histoire naturelle de Chicago, dit que la puissance prédictive ou post-dictive de la théorie est presque nulle. Waouh! On dirait que les critères positifs n'ont pas été remplis. Qu'en est-il des critères négatifs? Ignorance? Aucune bonne théorie scientifique ne devrait dire « je ne sais pas ». Mais regardez les propres mots de Charles Darwin. Notre profonde ignorance, dit-il. Nous ne savons rien de l'origine de l'histoire d'aucune de nos races domestiques. Et pourtant, c'est la base de ce qui lui a fourni la théorie de l'évolution. Quand il a regardé les races domestiques, et pourtant, il dit que nous n'en savons rien. Que dire de sa prochaine déclaration? Les vertébrés sont descendus d'un ancien prototype dont nous ne savons rien. Alors comment savons-nous que nous venons de là, si nous ne savons rien de tout cela? Errol White dit ceci. Les longs poissons ont leur origine fermement basée sur rien. J'ai souvent pensé combien j'aurais peu aimé avoir à prouver l'évolution organique devant un tribunal. Et il est le président de la Société linnéenne de Londres. C'est une grande société évolutionniste. Le raisonnement circulaire. Qu'est-ce que le raisonnement circulaire? Par exemple, je te dis la vérité.
Et quand tu me demandes comment est-ce que je sais que c'est la vérité que tu me dis, ma réponse est parce que je te le dis. En d'autres termes, le lieu de l'information est aussi le lieu de la confirmation de l'information, ce qui est un raisonnement circulaire. Regardez cette déclaration de Charles Darwin. Sur la base de la théorie de la sélection naturelle, toutes les espèces vivantes ont été connectées avec les espèces parents de chaque genre. Mais la connexion des espèces parents et des espèces filles et la théorie d'évolution. Donc sur la base de la théorie, sa théorie est correcte. Qu'en est-il de la suivante? Sur la base de la théorie de la descendance, ces caractères ont été hérités d'un ancêtre commun. Mais les facteurs ancestraux qui sont passés à la génération suivante et la théorie de l'évolution. Donc sur la base de la théorie, sa théorie est correcte. Ce serait génial, non? Alors Hager dit, nous atterrissons immédiatement dans un argument circulaire impossible. En faisant de notre explication la définition, la condition à expliquer, nous n'exprimons pas une hypothèse scientifique mais une croyance. Les efforts dogmatiques de ce genre doivent finalement quitter le domaine de la science. Qu'en est-il de la place des contradictions? Nous ne devons pas énoncer un fait et ensuite le contredire par une autre déclaration. Mais regardez quelques déclarations de Charles Darwin. Nous ne connaissons jamais le caractère exact de l'ancêtre commun. Et cependant, une autre déclaration, nous pouvons être sûrs que ces caractères ont été hérités d'un ancêtre commun. Comment pouvez-vous être sûr de ce que vous n'avez jamais su? C'est contradictoire. En voici une autre. Les preuves fossiles ne fournissent pas de preuves évidentes de gradation, qui signifie de petits changements. Et encore une autre déclaration. La géologie, qui est l'archive des fossiles, déclare clairement que toutes les espèces ont changé de la manière que ma théorie l'exige. Je ne pense pas que les faits peuvent clairement déclarer ce qu'ils ne peuvent pas montrer. Numéro 4. La question de l'imagination. Ce sont encore les mots de Charles Darwin. Il est donc bon d'essayer, dans notre imagination, de donner à n'importe quelle forme quelque avantage sur un autre. En d'autres termes, l'avantage n'est pas vraiment vu, n'est pas vraiment là dans les données. Nous devons fournir cela avec notre imagination. Voici notre phrase. Nous avons seulement à supposer qu'ils sont des géniteurs communs. Pourquoi devrions-nous supposer? Parce que ce n'est pas là dans les données. Et une fois que nous supposons, alors la sélection naturelle sera la raison de la diversité infinie. George Levin, dans l'introduction de l'origine des espèces, dit « L'imagination de Darwin est sa science imaginative. Donc, une grande partie de tout cela est vraiment de l'imagination que nous sommes censés utiliser. Mais vraiment, quelle théorie scientifique s'appuie sur l'imagination? Aucune. Les théories scientifiques s'appuient fortement sur des données qui peuvent être collectées et peuvent être analysées. Donc la théorie de l'évolution n'a aucun des critères positifs qu'une bonne théorie scientifique devrait avoir. Au contraire, elle possède tous les critères négatifs qu'une bonne théorie scientifique ne devrait pas avoir. Donc elle peut être proposée comme une idée ou une proposition, mais pas comme un fait. Donc, nous avons déjà convenu que la sélection naturelle est un phénomène réel. Mais elle ne produit pas plus de variations, rien de plus que des variations et des sous-espèces. Nous avons déjà convenu que l'évolution arrive. Le mot évolution, oui, cela se produit, mais c'est un processus limité, dans la mesure où les espèces forment des variations et des sous-espèces. Mais la théorie de l'évolution, qui stipule que les changements étaient illimités et impliquaient tout le spectre de classification biologique, est hautement suspect aujourd'hui. Donc, la théorie de l'évolution n'est pas vraiment de la science, mais c'est en fait une histoire. C'est une construction historique qui est imposée sur la biologie de la science. Mais c'est une histoire si mauvaise que personne ne l'enseignerait comme histoire dans une école ou une université réputée. Donc, la théorie de l'évolution échoue comme science, s'effondre comme histoire. Et pour qu'elle s'élève plus haut que la simple spéculation, voici les mots de Eden Murray.
Il faudrait attendre la découverte de nouvelles lois naturelles, physiques, physico-chimiques et biologiques. Regardez le titre de son article. Les inadéquations du néo-darwinisme en tant que théorie scientifique. Alors, qu'avons-nous regardé? Nous avons regardé les revendications fondamentales de la théorie. Nous avons examiné pour voir si la théorie peut vraiment répondre aux critères d'une bonne théorie scientifique et elle semble avoir échoué aux deux. Donc, la deuxième proposition que nous avions faite plus tôt et qui est plus raisonnable en raison des informations que nous avons entre nos mains aujourd'hui, et la deuxième proposition était la suivante. Si la théorie de l'évolution n'est pas scientifique, alors la nature et son étude pourraient supporter l'affirmation que Dieu est essentiel et existe vraiment. Ce que nous disons, c'est que nous devons aller là où l'argument conduit, selon Socrate, cité par Platon. Nous nous reverrons à la prochaine session. Si vous avez apprécié cette présentation avec Dr. Subodh Pandit et vous souhaitez regarder plus de cette série unique de 13 parties gratuitement en ligne, visitez le site web godfactorfiction.com. C'est godfactorfiction.com. Si vous souhaitez commander cette série fascinante sur DVD, elle est maintenant disponible chez White Horse Media. Pour commander de l'intérieur des États-Unis, appelez 1-800-782-4253. Dr. Subodh a écrit 2 livres révélateurs intitulés « Venez et cherchez avec moi, Dieu existe-t-il vraiment ?» et « Venez chercher avec moi le poids de l'évidence » qui explore davantage les sujets de l'évolution, du théisme, de l'athéisme et de la religion. Pour commander ces livres aux États-Unis, appelez 1-800-782-4253. Si vous habitez en dehors des États-Unis, vous pouvez également les commander facilement sur Amazon.com.